Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, environ 170 000 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, institution héritière de la DAS et autour de laquelle planent de nombreux malentendus. On va en examiner un certain nombre avec Jacques Trémintin, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes d'histoire de l'art et d'art plastique aujourd'hui. Et l'actualité, c'est cette belle exposition consacrée au peintre Raphaël. Ça se passe au Palais des Beaux-Arts à Lille. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel. On va rester sur les questions de parentalité pour un conseil de famille spécial déjeuner du dimanche en famille. Pendant que les adultes en profitent pour refaire le monde, les enfants sont vite attirés par leurs écrans. Il y a pourtant des hypothèses alternatives. Candice vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Jacques Trémintin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans la quotidienne. On vous avait accueilli il y a un an avec votre livre Au cœur de la protection de l'enfance, sous-titre Fragments de vie d'un référent ASE comme aide sociale à l'enfance. C'est un très beau récit, à la fois fragmenté mais pas du tout fragmentaire, sur vos 27 années comme éducateur spécialisé. C'était aux éditions RS, éditions qui publie votre deuxième ouvrage, une somme, cette fois intitulée 100 idées reçues sur l'aide sociale à l'enfance. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir balayer les 100 idées. Je voudrais qu'on commence par une d'entre elles qui traverse absolument tout livre. Ça traversait aussi votre premier livre et vos 27 années de pratique du terrain. Cette première idée, c'est que sur la plupart des questions, c'est très très dur de généraliser. Chaque enfant est unique, chaque relation éducative est unique et les mêmes causes peuvent produire des effets bien différents. Non seulement par rapport à tous ces enfants qui sont pris en charge, il faut avoir une démarche unique, individuelle et singulière, mais j'ai même envie de dire que la pratique de chaque professionnel doit être étudiée dans sa spécificité, puisqu'il y a 101 départements, 101 départements qui gèrent 101 aides sociales à l'enfance. Dans chaque aide sociale à l'enfance, il y a des délégations. Dans chaque délégation, il y a des équipes réparties entre 6, 10, 12 professionnels. Et chaque professionnel a sa propre pratique. Et donc, moi, ce que j'expose dans mon livre, c'est une expérience, c'est un regard à partir de ma pratique. Et je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses générales et définitives. Et d'ailleurs, le lecteur qui est un peu professionnel pourra critiquer, remettre en cause, avoir un regard différent sur l'approche que je peux avoir. Et au contraire, dans l'introduction, je l'encourage à avoir cet esprit critique. Et on peut avoir cet esprit critique sans être un professionnel. C'est vrai que c'est un bouquin très précieux, notamment, j'imagine, si on prépare les concours, si on veut exercer ce métier. Mais c'est un bouquin qui peut être lu absolument par tout le monde. Alors notamment parce que vous revenez, on est sur les idées reçues. Donc les idées reçues, c'est ce qu'on a toutes et tous en tête. Sur l'image, l'imaginaire de cette aide sociale à l'enfance, ça remonte loin. Déjà les Thénardier, Victor Hugo. Oui. Tout à fait. C'est vrai que il faut remonter à la Révolution française, qui déclare de façon très formelle que la collectivité, la nation, se doit d'intervenir et d'agir auprès des plus fragiles. Après, il va se passer beaucoup de temps avant que l'on passe des déclaration d'intention à la réalité. Et pourquoi est-ce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues? Parce que l'aide sociale à l'enfance intervient par rapport à des mineurs. Et mon livre fait état de fragilité, de vulnérabilité et de prise de position et d'attitude et de décision de l'aide sociale à l'enfance qui sont tout à fait critiquables, sauf que jamais l'aide sociale à l'enfance ne mettra sur la place publique ses justifications, non pas parce qu'elle se considère comme inattaquable ou qu'on ne doit pas la critiquer, mais parce qu'on se doit de protéger l'intimité des enfants et des familles. Et il y a un tas de choses qu'on ne peut pas raconter. Lorsque la presse s'empare de situations compliquées et dénonce, à juste raison, eh bien en face, il y a le grand silence. Et donc, c'est aussi source de plein d'illusions, d'idées reçues, de fantasmes sur l'aide sociale à l'enfance. Je veux bien qu'on reste une seconde sur ces fantasmes. Avant que ça s'appelle aide sociale à l'enfance, c'est la DAS. Bon. Alors, la DAS, elle avait quand même pas franchement une bonne image. Il y a même une phrase, je ne l'ai plus sous les yeux, mais ça date de l'époque de la DAS. La différence entre une assistante sociale et un pitbull, le pitbull, on peut lui faire lâcher le gosse. Voilà. C'est vrai que derrière cet acronyme de DAS, il y a...
voulez dire direction départementale des affaires sanitaires et sociales, voilà, c'était ça. Qui a été créé en 1964. Alors, c'est assez curieux parce qu'au départ, c'est l'assistance publique. Parce que dans les journaux, dans les télévisions, dans les scénarios de films ou de romans, parfois il y a encore des confusions, des enfants de l'assistance publique ou des enfants de la DAS. L'assistance publique, en fait, a perdu ce nom en 1953. C'est devenu aide sociale à l'enfance. Et la DAS, ça correspond en 1964 au fait qu'il y a une déconcentration du ministère qui a changé de nom à chaque gouvernement, des affaires sociales, et qui a souhaité au niveau départemental, puis au niveau régional. Et donc, l'aide sociale à l'enfance a intégré, en même temps que la protection maternelle et infantile et le service social départemental. La protection maternelle et infantile, ce sont le seul service qui s'occupe de 0 à 6 ans, et le service social départemental, ce sont les assistantes sociales de secteur, tout proche de chez vous, que vous pouvez solliciter. Bon, entre-temps, quand même, la DAS, elle n'avait pas une image d'enfer, et ça, vous revenez dessus, notamment en disant que ce qu'il faut bien voir, c'est que les choses ont quand même considérablement changé depuis 30 ans. L'aide sociale à l'enfance a changé, mais la société a changé aussi, en fait, tout ça a considérablement évolué. Quels sont les changements les plus importants ? Jusqu'en 1982, puis 1984, lorsqu'un enfant, alors 82 parce qu'il y a deux niveaux, il y a soit une prise en charge qu'on appelle administrative, c'est-à-dire que les parents signent un contrat, soit une prise en charge judiciaire avec l'intervention du juge des enfants. Jusqu'en 1982, un enfant qui était confié sur décision ou par décision judiciaire, cet enfant, une fois qu'il était confié, ne ressortait quasiment jamais jusqu'à ses 18 ans. Nous, l'image du pitbull. À partir de 82, les contrats qui sont signés avec les parents n'ont une validité que d'une année. Et à partir de 1984, la validité de la décision du juge ne dépasse pas 2 ans. Ça veut dire qu'il y a... On réinterroge en permanence cette question du placement et on voit ce qui peut se passer. Il faut justifier pourquoi le placement va s'arrêter et au contraire pourquoi on doit le justifier et l'expliciter. Il y a aujourd'hui plus d'enfants en danger qu'hier, mais est-ce qu'il y a plus d'enfants en danger parce qu'on les repère mieux, parce que finalement la puissance publique, malgré tous ses défauts, et ça vous y revenez aussi, il y a des carences, faute de moyens en fait, mais est-ce que malgré tout on les repère plus, ou est-ce que la société est devenue plus dangereuse pour les enfants ? C'est l'éternelle question. Il y a, je pense, et c'est extrêmement positif, une sensibilisation plus croissante du regard de l'opinion publique, du regard des autorités, des services sur la maltraitance. À partir de 1989, c'est devenu même un délit punissable de peine de prison et de peine d'amende, de ne pas signaler un enfant en situation de danger. Auparavant, on considérait que c'était l'histoire de la famille et que lorsque les voisins entendaient un enfant être battu, mais comme ça pouvait être aussi une femme qui était battue, on considérait que ça faisait partie de l'histoire de cette famille. C'est leur vie privée. Et c'est leur vie privée, on ne se mêlait pas. Le linge sale se lave en famille. Voilà, et donc il y avait aucune... Et puis il y avait, je pense aussi, si ça sortait de la famille, même il y avait aussi une remise en cause de la crédibilité de la parole de l'enfant. On ne croyait pas les enfants. Tiens, on va y revenir à cette histoire de parole de l'enfant, de par son histoire, l'aide sociale à l'enfance, condense sur son nom les inquiétudes de notre société, ce qu'elle ne veut pas savoir d'elle-même, ce qu'elle refoule dans son inconscient collectif, mais elle suscite aussi d'incroyables attentes, comme si elle était à elle seule capable d'apaiser toutes les souffrances. Ça, ce n'est pas Jacques qui l'écrit, mais c'est Xavier Bouchereau, c'est dans la préface de ce livre de Jacques Trémintin. On continue à explorer toutes ces inquiétudes juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buran. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans l'Anti-Sèche, on choisit des actualités qui résonnent avec les programmes scolaires. Et en voici une d'actualité, cette exposition consacrée au peintre Raphaël, direction le Palais des Beaux-Arts de Lille. Et là, on fait de l'histoire de l'art et des arts plastiques. Effectivement, un petit détour par l'Italie, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Artiste touché par la grâce, selon les termes d'un historien du XVIe siècle, Giorgio Vasari, Raphaël s'est imposé en seulement quelques décennies comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Dessinateur, peintre et architecte, il a incarné le génie de la Renaissance, au même titre qu'un certain Léonard de Vinci ou encore
Michel-Ange, ses aînés qu'il a côtoyés notamment à Florence puis à Rome. Expérience Raphaël donc vous révèle l'intégralité de ses dessins et de ses fonds de dessin au Palais des Beaux-Arts de l'Hydre, légués notamment par le peintre et collectionneur Jean-Baptiste Vicard, composé de quelques 40 feuilles époustouflantes, rarement montrées notamment en raison de leur fragilité, avec également des peintures prestigieuses, une couverture sur une quinzaine d'années environ, et ce qui permet donc de découvrir tout simplement son génie. C'était réalisé bien sûr par Raphaël, bien évidemment, qui servait aussi de matrice pour des artistes et pour des apprentis. Il a souvent réalisé, comme on dit, à 2 mains ou à 3 mains ou à 4 mains. On en avait parlé ici même. Le visage et les corps étaient notamment dessinés à partir de jeunes modèles qu'on appelait les Carzoni, qui étaient des mannequins en bois qui servaient notamment pour les vêtements ou pour tout ce qui était draperie. D'un dessin à l'autre, les détails sont tous repris, transformés, agrandis. Alors sachez que Raphaël est décédé prématurément de maladie. Il avait seulement 37 ans. C'était à Rome en 1520. Ce parcours, vous le dites, c'est à peu près une vingtaine d'années de la carrière de ce génie de la Renaissance, c'est ça? Tout à fait. Avec à l'honneur 43 œuvres graphiques prodigieuses donc, du musée, 37 dessins originaux de Raphaël, on a 16 recto-verso complétés par différentes peintures. Il y a 3 sections. La première, ce sont ses débuts en fait à Urbino, sa ville de naissance en Italie, jusqu'à la ville de Pérouse. La deuxième, c'est à Florence. Bien évidemment Florence, le peintre qui est arrivé dans cette ville en 1504, une ville qui regorge bien sûr d'œuvres, d'artistes là aussi, Léonard de Vinci on l'a évoqué, Michel-Ange, il y a donc la Madone, la Vierge à l'enfant qui a été peinte par Raphaël, et puis on a également la dernière section, c'est l'arrivée de Raphaël à Rome à la demande du pape Jules II qui lui a demandé de réaliser en fait le décor du 2e étage du Vatican, là où le pape voulait tout simplement séjourner, donc la chambre de Constantin, la chambre d'Héliodore, la chambre de la signature, la chambre également de l'incendie du bourg. Et puis Michel-Ange a entrepris, lui, la chapelle Sixtine. Et oui, pendant ce temps-là. Et pendant ce temps, dans la chapelle Sixtine. Effectivement. Il y a beaucoup de dispositifs d'aide aussi. Hein. C'est une expo très pédagogique, c'est ça? C'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment pour tout comprendre. C'est une exposition 360 degrés. C'est ce qu'on vous propose. Exposition virtuelle, en fait, qui retrace la vie, justement, de Raphaël, de sa naissance jusqu'à ses différents mythes qui ont été forgés par d'autres artistes, hein, car il en a inspiré de nombreux. Dans l'exposition, on a aussi le tout premier tableau de Raphaël qui était presque détruit mais qui vous est représenté sous format numérique, et puis vous pouvez là aussi entrer virtuellement dans la chambre de la signature pour y découvrir ces célèbres fresques qu'il a notamment réalisées. Il y a aussi un voyage sonore, des outils de médiation, une bande son pour vraiment nous emmener dans l'Italie de l'année 1500 pour tout simplement écouter. Il y a 11 commentaires d'œuvres, 4 balades sonores à écouter pendant, avant ou après la visite, c'est vous qui choisissez. Et même, je crois, une contribution du cofondateur du groupe R, de Jean-François Dunkel. Tout à fait. Je me suis laissé dire rien que ça. Alors, et tout ça pour un tarif qu'on va qualifier de... Voilà, tout à fait abordable. Abordable. L'exposition seule, c'est 8 €. Réduit, c'est 5 €. Et puis, si vous voulez faire l'exposition plus les différentes collections, vous comptez entre 10 et 7 €. Mais vraiment, foncez voir tout cela, c'est magnifique. Merci beaucoup, cher Guillaume, pour cette visite. On va au Palais des Beaux-Arts de Lille. En attendant, on retrouve Jacques Trémintin, 100 idées reçues sur l'aide sociale à l'enfance et Pan sur mon bec. Ce n'est pas chez RS. RS est l'éditeur du premier livre de Jacques Trémintin. Celui-ci paraît aux éditions de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Formidable établissement d'ailleurs. Grand oral, la suite. Jacques Trémintin, sur les idées reçues sur l'aide sociale à l'enfance, quand on vous lit et qu'on déroule un certain nombre d'entre elles, on a quand même l'impression que le problème, quand problème il vient beaucoup du désengagement de l'État, de l'insuffisance des moyens. Au fond, c'est pas l'ASE qui est à bout de souffle, écrivez-vous, c'est le manque d'oxygène qui l'étouffe. Tout à fait. C'est vrai que depuis la première décentralisation, l'aide sociale à l'enfance est passée avec armes et bagages entre les mains des conseils départementaux. Conseils départementaux qui sont confrontés depuis, il y a un calcul qui a été fait, aux alentours de 40% entre 2010 et 2019 d'augmentation du budget de l'aide sociale à l'enfance. Et eh bien, c'est ce même État qui aujourd'hui demande à tous ces conseils départementaux de faire des économies. Et la question qui se pose, et il y a le département où j'ai travaillé, Loire-Atlantique, a essayé de protéger le budget, mais par exemple, ce département avait initié une démarche tout à fait passionnante qui était de
d'aller au-delà des 21 ans, de permettre jusqu'à 25 ans une prise en charge des jeunes qui sortent. Et ça, c'est fondamental, pardon de vous couper, mais c'est pour que vous y insistiez. Ça fait partie des idées reçues, si je me souviens bien, l'aide sociale à l'enfance s'arrête à 18 ans. Bah oui, alors il y a des exceptions, mais effectivement, parfois, à 18 ans, plaf. Il y a 18 départements. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Il y a 18 départements en France qui ont annulé ce contrat jeune majeur. Hein. Or... qui permettait de poursuivre l'effort et qui avait un tas d'effets. Ça fait un impact sur l'orientation. Ouais. Parce que plus d'aide à 18 ans, bah, ça veut dire qu'il faut absolument que j'ai un métier à ce moment-là. Donc les études longues, typiquement, qui ne me donnent pas un métier avant le master, c'est pas pour moi, etc., etc. Plein d'effets en cascade. En France, la moyenne pour un jeune pour quitter sa famille, c'est 23 ans et demi. C'est un peu plus au niveau européen. Un jeune en général. Ouais, ouais. Et finalement, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui ne bénéficient pas du contrat jeune majeur, c'est le double peine. Non seulement ils n'ont pas eu la chance de vivre avec leur famille, mais en plus, on leur demande à 18 ans, avec un discours assez insupportable, de se responsabiliser, de faire des choix, de ne pas avoir droit à l'erreur. Enfin, quelle famille en France, dès lors où son enfant arrive à l'aube de ses 18 ans, on va lui dire, bah, écoute, là... À partir de maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Et donc, on va signer un contrat, et tous les 3 mois, tous les 6 mois, eh bien, on sera amené à revoir si on continue à te soutenir, si tu es sérieux, si tu vas jusqu'au bout de ton engagement. Et la Loire-Atlantique, qui avait un des rares départements à avoir prolongé au bout de jusqu'à 25 ans, hein, ce qui était vraiment très intéressant, a dû revenir sur cet engagement parce que financièrement, ils ne peuvent pas assurer. Et tout ça comporte un certain nombre d'effets. Il y a un sujet tout à fait incandescent quand on évoque l'aide sociale à l'enfance, c'est la santé de ces enfants, la santé mentale notamment. Et ça croise un autre sujet qui revient en permanence dans votre bouquin, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans l'urgence. Et alors sur la question de la santé mentale, c'est énorme parce que pour un tout petit, chaque semaine, peut-être chaque jour passé dans un environnement toxique, mettons entre 0,3 ans, 0,6 ans, etc., ça compte énormément et ça peut faire des dégâts considérables. Tout à fait. Avec la difficulté auquel l'aide sociale à l'enfance et la protection de l'enfance en général, l'aide sociale à l'enfance en particulier est confrontée, de savoir à quel moment faut-il intervenir pour retirer l'enfant. Voilà. Lorsque un scandale éclate et est couvert par les médias, parce que cet enfant, on l'a laissé trop longtemps dans sa famille, on va accuser l'aide sociale à l'enfance. Que n'avez-vous fait plus vite Que fait la police, quoi. Que fait la police, et puis inversement, il peut arriver que cette même opinion publique soit mobilisée, soit sensibilisée parce qu'on a retiré, les voisins, il y a des pétitions, etc., parce qu'on a retiré. Et là, comme je dis tout à l'heure, l'aide sociale à l'enfance n'expliquera pas pourquoi elle a retiré à ce moment-là, ou pourquoi elle a été si tardive à le faire. Parce que c'est impossible à expliquer. Et là, je vous cite, au final, l'action menée est parcourue par un curieux paradoxe, écrivez-vous, on ne peut attendre d'être totalement sûr pour agir, et dans le même temps, on doit s'avancer sans jamais croire qu'on a absolument raison. Suit cette phrase que j'aime beaucoup, quoi que l'on décide, il faut agir d'une main ferme, mais tremblante. Tout à fait. On est dans Ça reste un métier d'humilité. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas chercher la bonne solution, mais essayer de concevoir quelle sera la moins mauvaise. Hein, et non pas en étant persuadé d'avoir raison et d'être dans le vrai, mais en se disant qu'est-ce que l'on fait courir à cet enfant. Entre d'un côté, c'est un traumatisme, même dans une famille maltraitante, de retirer l'enfant dans son milieu originel, et en même temps le laisser dans une situation où il va être maltraité. C'est un risque considérable. Dans un cas comme dans l'autre. Ouais. Enfant qui, par ailleurs, s'il se retrouve placé en foyer parce qu'il a l'âge, va possiblement, au moins au début, détester cette expérience parce que même un parent qui frappe, même un parent qui fait du mal, ça reste un parent. Tout à fait. Et en même temps, cet enfant a un certain nombre de repères, hein, et il peut arriver que lorsqu'il arrive dans une famille d'accueil, dans un foyer, il va reproduire. Alors souvent, il est... Oui, ça fait une idée reçue, ça. Les foyers d'accueil sont des lieux de violence. Voilà, mais oui, ce sont des lieux de violence. Parce que moi, ce que j'explique, c'est qu'on ne va pas reprocher à un hôpital d'être un lieu où survient à un moment ou un autre la mort. Parce qu'effectivement, c'est un lieu de soins. On ne va pas reprocher à des pompiers de ne pas réussir à sauver lors d'un incendie qu'il y a des morts. On ne va pas se retourner contre eux en disant « mais vous n'avez pas réussi ». On récupère l'aide sociale à l'enfance et tout le secteur associatif qui est à 80% à peu près au niveau des établissements, récupère des enfants. Ce sont de véritables grenades dégoupillées.
Et c'est à nous d'essayer de prendre en charge pour éviter. Alors, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de valoriser, de valider et de faire en sorte de considérer que finalement c'est banal. Mais à un moment ou à un autre, c'est vrai que la société nous confie des situations extrêmement explosives. Et moi, je rends hommage à tous ces professionnels sur le terrain qui travaillent au quotidien avec ces mômes. Et ce qui m'étonne, c'est pas qu'à un moment ou à un autre, il y ait la violence. C'est que je dis comment ils font pour qu'il n'y en ait pas encore plus, avec des gamins écorchés vifs, des gamins qui sont dans une situation de détresse, de violence vécue et reproduite, parce que parfois c'est ça qu'ils connaissent. Et effectivement, ces grenades dégoupillées, des fois elles explosent. Grenades dégoupillées, parfois on arrive d'une main tremblante mais ferme, il vaut mieux à remettre la goupille, parfois ça va un petit peu mieux. Il y a dans les idées reçues celle qu'on ne sortirait jamais de l'ASE, on en a un peu parlé avec la DAS. Aujourd'hui, c'est pas vrai, on peut retourner éventuellement dans sa famille. Faut-il encore que la famille soit en état? Si je reste un mot sur les parents, ce qui n'a pas changé, c'est qu'avoir des enfants à l'ASE, ça les stigmatise drôlement quand même. Ça les stigmatise, alors qu'a priori, ce qui est quelque chose d'important, vous avez évoqué le nombre d'enfants pris en charge physiquement, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'aide sociale à l'enfance intervient aussi dans prévention. C'est-à-dire que 300 000, c'est ça, enfants. Il y a 360 000, 190 000 d'enfants confiés, placés physiquement à l'aide sociale à l'enfance, et le reste, à 47 ou 48%, où les professionnels interviennent, ce qu'on appelle en aide éducative, en milieu ouvert, ils interviennent dans les familles pour soutenir, pour appuyer, pour contenir, pour soulager un petit peu les parents, parce que parfois, ce sont parfois des parents qui sont eux-mêmes en difficulté, et c'est vrai que c'est ce type d'action, prévention, qui évite à un moment ou à un autre le placement. Mais parfois, il y a ces situations, puis il y a des parents qui, à un moment, sont accompagnés alors que l'enfant est confié, et on va faire en sorte, et on va travailler avec eux pour leur organiser un retour. Jacques Trématin, un dernier sujet, on a parlé des éducateurs, bien évidemment, on a parlé des parents, les familles d'accueil, et là l'idée reçue, les familles d'accueil ne font ça que pour l'argent, et vous vous dites, mais encore heureux qu'ils soient payés? Tout à fait, puisque le degré d'exigence qui pèse sur ces familles d'accueil, qui, je le rappelle, travaillent 24 heures sur 24, c'est-à-dire que l'enfant, ils l'ont le week-end, ils l'ont la semaine, et que dans n'importe quel autre travail, il y a des congés, on termine à 17h, on a le week-end. Là, l'enfant est partie prenante et intégrée à la famille, avec les enfants naturels du couple. Et donc, l'aide sociale à l'enfance va poser un certain nombre d'exigences. Comment réussir à obtenir des réponses satisfaisante à cette exigence si on ne paie pas? Alors, il y a par exemple un tout autre registre qui est celui du parrainage ou du mentorat, qui correspond plus à une approche bénévole. Mais là, ce sont des professionnels qui sont formés, qui ont un diplôme et qui rendent des comptes, et donc c'est normal qu'ils soient payés. Quelques-unes des 100 idées reçues sur l'aide sociale à l'enfance. Le nouveau livre de Jacques Trématin aux éditions de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique. On peut en profiter quand même pour relire aux éditions RS, cette fois, Au cœur de la protection de l'enfance, fragment de vie d'un référent ASE. Merci, vous revenez pour le 3e bouquin, Jacques. Tout à fait. Vous restez néanmoins, si vous voulez bien. On va rester en famille, on va parler des repas de famille. Très bien. Conseil de famille, Candy Sanzel. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec vous, Candy Sanzel. Bonjour. Bonjour. Bon, alors on va parler de celles et ceux qui ont la chance d'avoir des repas de famille. Ça peut être dans une famille d'accueil, donc ça vaut. Et pour autant, même en famille d'accueil, il peut y avoir des repas un petit peu lourds, barbants, notamment certains du dimanche, parce que pendant que les adultes refont le monde autour d'une table, le cas échéant bien garnie, bien arrosée, ça peut vite devenir un cauchemar d'ennui pour les enfants. Mais vous êtes là et vous avez des idées. Évidemment, je vous imagine déjà redouter l'arrivée de vos proches et de leurs enfants, surexcités. Et comme je vous comprends, surtout si le prochain repas en famille, c'est chez vous. Mais ne vous inquiétez pas, donc j'ai quelques idées pour qu'à la fois petits et grands passent un super moment. Alors pour commencer, déjà, je vous conseille de mettre une table de côté, à part, pour les enfants, parce que c'est vrai qu'ils n'aiment pas traîner à table, donc aucun intérêt de leur imposer ça. Et puis, il va quand même falloir leur trouver des occupations, surtout si vous ne voulez pas qu'ils retournent votre salon. Alors... Vous proposez déjà des activités artistiques. Oui, oui, parce que show must go on. On sait bien que les enfants adorent se donner en pestacle. Oui. Donc une chorégraphie, une pièce de théâtre, un tour de magie, des imitations, des acrobaties, un concert de rock, bref,
Tous les talents sont invités pour le show. Bon, évidemment, n'oubliez pas de filmer. Ces petites pépites serviront certainement de monnaie d'échange à un moment ou à un autre. Et puis, si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi préparer en amont un moment karaoké ou un blind test, mais pensez surtout évidemment à prévoir des morceaux récents ou intemporels que les enfants connaissent comme des BO de dessins animés. Et si vous vous sentez d'humeur, eh bien pourquoi pas faire une petite bataille adulte-enfant. Il y a vraiment de quoi se créer de bons souvenirs. Non, donc ça c'est super, c'est des activités pour les enfants tout seuls ou pour les adultes avec les enfants. On s'ennuie pas trop. Il y a des jeux aussi, non? Oui, alors il y a évidemment les traditionnels jeux de société, mais moi je vais vous proposer de jouer au jeu de la chaîne. Le principe est simple. Le jeu de la chaîne. Écoutez bien. Vous Le connaissez principe est simple. Chacun doit tour à tour réaliser un geste supplémentaire à son voisin. Donc c'est un jeu évidemment de mémorisation. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc moi, je me touche le menton. Vous devez... Je fais comme vous. Et vous ajoutez un geste. Hop. Ok. Ouais, je me suis. Tac. Ok. Et perdu? Ben, et votre geste? Vous en avez pas rajouté un? Il a brisé la chaîne. C'est complètement nul votre truc. Non. Non, c'est hyper sympa. Et on Complètement nul. peut aussi le proposer avec des mots. C'est encore plus drôle. D'accord. Une autre fois, c'est pas un bon jeu. Non, mais c'est le même. Mais l'idée, c'est que du coup, les phrases ne veulent rien dire. tout. Donc, plus c'est drôle, plus ça veut rien dire, plus c'est drôle finalement. Excellent. Et puis alors, il y a aussi l'incontournable jeu du post-it. Ah oui, bon. Valeur sûre. Oui, c'est une valeur sûre, on le connaît souvent. Donc les enfants notent en gros chacun un objet ou une personne connue de tous, ça c'est très important. Et puis après, chacun tire au sort un post-it, le colle sur son front. Et puis à tour de rôle, chaque joueur va poser des questions aux autres qui vont lui permettre de faire deviner ce qu'il a justement sur le front. Les autres participants ne peuvent que répondre par oui ou par non. On fait ça au bout de 30 secondes, on change, on passe au voisin jusqu'à ce que tout le monde ait deviné ce qu'il a sur le front. Super, et pour se créer des beaux souvenirs de ces soirs, on filme, non? On photographie? On peut filmer et on peut faire un coin photo booth, c'est très sympa, on aménage un coin photo et on peut par exemple prévoir un coffre avec des perruques, des chapeaux, des lunettes à paillettes, pourquoi pas, des accessoires, des déguisements, bref. L'idée c'est vraiment de faire un coin. Vous nous réinventez les filtres Insta, mais Exactement. en version physique. C'est très sympa. On peut même faire un petit Polaroid, c'est super chouette. Et surtout prévoir un appareil photo ou un smartphone qui est vraiment dédié à ça pendant la soirée ou le déjeuner. Et si possible, avoir une perche et un socle pour maintenir l'appareil. Il suffit ensuite, on met la version sur le retardateur de quelques secondes, histoire que tout le monde soit prêt. Et puis on fait des photos de groupe. Voilà, ça aura vraiment beaucoup de succès auprès des ados. Génial, une petite chasse au trésor pour terminer. Oui, alors ça demande un peu... Ça s'anticipe, c'est ce que j'allais dire, pour avoir pratiqué... un peu de préparation, mais c'est surtout que ça les occupe un long moment. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc le but du jeu, comme vous l'avez deviné, c'est de trouver le trésor que vous aurez donc caché au préalable dans la maison. Essayez évidemment de faire deviner des indices qui les emmènera en dehors de la pièce où vous vous trouvez. Comme ça, on peut continuer les conversations entre adultes. Exactement. Pour que ça dure longtemps, vous réalisez une sorte de jeu de piste avec des énigmes pour faire évidemment durer le suspense. Donc il y a plein de modèles disponibles et gratuits sur Internet. Les enfants peuvent aussi jouer en équipe avec, surtout s'ils ne sont pas du même âge. C'est un peu le principe de l'escape game finalement. Prévoyez évidemment le trésor quand même à partager et des lots de consolation pour tous les participants. Oui, parce que quand on perd, moi j'ai perdu au jeu de la chaîne il n'y a pas longtemps. Et Vous voulez un cadeau? Oui. Bon, on va réfléchir. On va demander à la prod s'ils n'ont pas des petits chocolats pour vous. C'est super. Il y a d'autres choses sur Internet, on précise. Oui, il y a vraiment plein de choses. Je suis sûre qu'avec toutes ces idées, les repas qui semblaient peut-être interminables vont vraiment le devenir, mais cette fois-ci, ce sera pour la bonne cause. Merci beaucoup, Candice. Jacques, merci beaucoup. Bravo d'avoir gagné au jeu de la chaîne quand même. Très bien, très bien. Juste un petit commentaire. Ouais. C'est vrai que ces jeux sont assez géniaux et ça permet de faire en sorte que les enfants sortent leur nez des écrans. Bien sûr. Mais il faut aussi une condition au préalable, c'est que les adultes présents le fassent aussi. Mais oui, mais c'est ça, on l'a bien compris. C'est pour ça. C'est pas que pour se débarrasser des enfants. Donc, dans certains foyers de la protection d'enfance, eh bien, il n'y a pas que là d'ailleurs, on prend un petit panier et chacun, à l'entrée, pour les enfants, par exemple, avant d'aller dormir, chacun met son téléphone portable dans le panier et le récupère au moment des horaires autorisés. Et on peut imaginer que les familles fassent ça pour éviter que chacun soit le c'est bien qui casse l'ambiance des repas de famille. Voilà.
Les enfants qui nous regardent vont adorer. Vous êtes privés de smartphone, et vous êtes l'horreur. En plus, on va vous faire jouer au jeu de la chaîne. Vous allez paumer. Enfin bon, bref, c'est terrible. Candice, merci beaucoup. Plein de belles idées. Il y a plein de ressources en plus sur Internet. Merci pour ce conseil de famille. Et je ne vous ai pas encore dit bonne année, mais bonne année, c'est la première fois qu'on se voit en cette année 2025. Jacques, merci beaucoup. Je rappelle, 100 idées reçues sur l'aide sociale à l'enfance aux éditions de l'EHESP. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Au son, Thibaut Goury-Lafont, Kylian Soula à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.